Voilà. Bon, bah, merci pour votre présence. Je vous propose de commencer. Quelques minutes, enfin, son avion a dû atterrir. Là, elle avait un déplacement professionnel. Elle s'excuse, mais elle nous rejoint aussi vite, en espérant que l'avion n'ait pas de retard. Donc, sur la table, comme d'habitude, vous trouverez différents éléments. Donc, on a mis sur la table qui était sur le foncier. Hein. Il y en a d'autres à votre disposition, hein, si vous en voulez, pour des collègues. Et puis après, on a mis en 2-3, non pas pour lire, mais c'est plutôt pour prendre des... Et là, on vous a mis aussi à faire ce PowerPoint des éléments que posent les maires en matière de logements sociaux, qui a été fait par l'Union sociale pour l'habitat, hein, qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux au niveau national. Et puis aussi le bilan d'activité des organismes en Bretagne. Oh ben Marie-Christine, super. Ben oui, mais on est obligé pour passer les diapositives. Heureusement, il n'y a rien. Donc Claude est là, mais il n'a pas... On vous a remis, et puis on vous a remis au parc HLM. On les remet souvent. Hein. Tantôt c'est plus pour les bailleurs, enfin pour le logement social, mais ça vous permet de les avoir. Et notamment quand on va aborder certains, ça vous permet de voir quel public a le droit, entre guillemets, à un logement social de tel type ou d'autre tel type. Donc le PowerPoint qu'on a préparé, on l'a fait aussi à partir d'éléments fournis. HLM, c'est l'association départementale des organismes. Un peu les grandes lignes du logement social au niveau national. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est vrai que le parc HLM compte 7 millions de logements familiaux. Hein, et bon, et sur l'ensemble de la France, on va voir hein, qu'il y a un petit peu la même chose sur notre territoire. On a essentiellement des logements en collectif. En plus de ces logements familiaux, il y a aussi 300 000 organismes HLM. Donc en logement foyer, on entend les foyers pour jeunes travailleurs, par exemple, les foyers pour personnes handicapées, les foyers pour personnes âgées. Au total, au niveau de la France, c'est 755 organismes qui gèrent ces logements. Donc le parc HLM, à ce jour, loge près de 10 millions de personnes. Par contre, sur ces 10 ménages qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. On notion qu'on aura un petit peu après parler de la demande locative. Voir que 64% des ménages français locatifs à usage un peu classique du logement social. Donc ça, c'est avec les plafonds de ressources qui ont été revus il y a 2 ans. Ben, c'est vrai qu'avant, le pourcentage était plus important. On parlait toujours des ménages qui avaient le droit à l'accès au logement social. Et là, 8%. Et c'est pas parce que les gens se sont enrichis. Chose comme ça. Voilà. Oui, c'est pas parce que les Français se sont enrichis qu'à un moment donné, les plafonds HLM ont baissé. Personnes éligibles. Hein. Avant, on disait facilement 75%. Là, au niveau de l'ensemble de la France, il y a 1,7 million de demandes. Alors chaque année, c'est 450 logements qui sont disponibles, hein, qui permettent
que le logement social joue toujours et encore son rôle dans le parcours résidentiel des ménages. On accède les organismes HLM, excusez-moi, française, puisque en 2013, j'ai pas mis la date, je le remettrai, c'est 17 milliards d'euros qui sont, non, c'est chaque année, c'est à peu près chaque année la même chose, 17 milliards d'euros qui sont investis en emploi, ça fait un équivalent pas bien sûr négligeable pour l'économie nationale, et on verra qu'on a moins de chiffres pour notre territoire. Sociaux, on va le voir, ils font du locatif social, mais ils permettent aussi à certains ménages d'accéder à la ménages qui ont ces ménages-là sont essentiellement des primo-accédants, ça veut dire des personnes qui n'ont et ces primo-accédants de revenus nets. Donc on voit bien que là, on est bien au cœur du rôle des bailleurs sociaux de loger les plus démunis dans le locatif social et aussi d'aider certaines parties de la population à accéder à la propriété. Alors on a décliné ces chiffres-là au niveau de la Bretagne, puis aussi au niveau du Morbihan, avant de rentrer sur notre territoire. Donc 59 000 logements familiaux, plus 29 000 logements foyers qui sont gérés sur notre territoire par 23 bailleurs sociaux au niveau de la Bretagne. Après, on Morbihan, sur ces 159 000 logements, il y en a 32 680 et 6 035 logements foyers qui sont gérés par 18. On reviendra sur ces bailleurs sociaux. En Bretagne, au total, il y a 23 100 attributions qui ont été faites. Tout ça, c'est les chiffres de 2003. Demandeurs en attente. Et là, pour ces 50, il y en a 2/3 qui sont des personnes qui ne sont pas. Parce que dans la demande, on verra qu'il y a la demande de personnes qui sont déjà locataires du HLM qui veulent une mutation, et puis on a les personnes extérieures qui sont soit dans le parc privé, soit en cohabitation, soit dans des foyers et qui sont en attente d'un. Sur le Morbihan, c'est 4 830 pour 11 030 demandeurs en attente. Ça, c'est toujours les chiffres qui sont pris au 1er janvier de l'année. Pour nous permettre d'avoir des repères, on prend toujours le 1er janvier de l'année pour pouvoir même faire des comparaisons sur l'ensemble des communes. Et là, c'est pareil, on trouve un petit peu les mêmes pourcentages. 64% concernent des personnes qui ne sont pas logées dans le parc HLM. Alors sur la Bretagne, on a eu en 2013 plus de 3 500 logements locatifs en construction et 900 logements en construction qui étaient dédiés à la. Cela représente un investissement de 530 millions d'euros pour le neuf. L'investissement un petit peu au sens large, les réhabilitations lourdes quand le bailleur intervient lourdement sur un logement, mais aussi l'entretien courant des logements. Et c'est 60 investis pour ces travaux de réhabilitation. Alors maintenant, on arrive sur notre territoire, raccourci. Donc sur notre territoire, on a 15 394 logements sociaux au 1er janvier. Source que nous a fourni l'ARO HLM, qui est l'association régionale des organismes HLM, réunit les 23 bailleurs sociaux de la Bretagne. Donc voilà. Sur notre territoire, ça représente 19,2% des résidences principales. On regarde par rapport aux résidences principales et non pas aux résidences principales plus
résidences secondaires. Et sur notre territoire, on a 10 bailleurs sociaux qui interviennent. Le logement social, on le reverra avec une carte, se situe essentiellement dans le cœur urbain, Lorient, Lanester et Hennebont, puisque c'est 70% du logement social. Alors, sur notre territoire, la caractéristique du logement social, 90% de logements entre les 4 espaces habitables, le médiane, c'est 65 mètres carrés. De plus grand en dessous que de plus petit. Et la ligne qui partage les plus petits et les plus grands. Au niveau pareil du loyer, hein, on est à un loyer médian par mois de 310 euros. 55 construits avant 1980. Sur l'ensemble de rotation, on n'a que 2,2% de logements vacants. Alors, on vous a parlé, enfin tout à l'heure je vous ai parlé des bailleurs sociaux, là, pas détaillés là, mais qui seront après dans le petit document que vous aurez. On a 3 types de bailleurs sociaux, les offices publics de l'habitat, les entreprises sociales pour l'habitat et les sociétés coopératives d'HLM. En dessous, on vous a mis dans quelle catégorie, entre guillemets, se trouvent les différents organismes que vous avez l'habitude de côtoyer. Donc, bien sûr, il y a Lorient Habitat, qui est l'office de rattachement, hein, qui est rattaché à Lorient Agglomération, et Bretagne Sud Habitat, Conseil Général 56. Donc, les sont des établissements publics à caractère industriel et commercial et qui sont toujours rattachés à une collectivité locale. Donc, d'aider à la construction, à l'aménagement, ils peuvent assurer aussi de l'accessibilité tant qu'on y est, public de l'habitat, donc rattaché à une collectivité sociale pour l'habitat, hein, qui vont avoir les mêmes fonctions, mais à la différence, ce sont des sociétés anonymes, leurs actionnaires. Et de même, elles sont limitées quant à la rémunération. Après, bien sûr, sur leurs fonctions, c'est la qui diffère dans les conseils d'administration. Au niveau national, c'est 260 entreprises sociales pour l'habitat. Et donc là, vous avez celles sur notre territoire. On a mis en bleu celles qui ont leur siège social dans le 56. Et là, les autres, elles interviennent sur Sud Habitat. Oui, mais c'est vrai que j'ai mis en... Il y a des petites coquilles, je suis désolée. Et ceux que vous connaissez, hein, bien sûr, c'est les foyers. Si les foyers ont un foyer personne âgée à Pont-Scorff, par exemple, et là, non, les logements sur l'Armor-Plage, sur le bailleur le plus important sur notre territoire, c'est Lorient Habitat. Puis après, on va avoir Bretagne Sud, Espagne, foyer d'Armor. Et puis après, les autres ont beaucoup moins de parcs. La dernière catégorie, c'est les sociétés coopératives d'achat. Les sociétés à capital variable vont fonder des principes coopératifs. Les sociétés coopératives étaient essentiellement là pour la sociale à la propriété diversifiée, et elles font aussi maintenant le même type de logement que les offices publics ou les sociétés sociales pour... Voilà, donc là aussi au niveau national, c'est 160 au niveau national. Les organismes, ils sont regroupés
HLM, l'association départementale, au niveau régional, la ROHLM, et plus dans l'union sociale pour l'habitat. Donc voilà, ils sont organisés, fédérés pour aussi force de proposition. Alors là, j'aurais préféré que ça soit un bailleur. Vous peut-être le dire, Marie-Christine. Ok, c'est pas bien le bon bouton, bon d'accord. Donc, les organismes souvent, donc vous connaissez l'activité principale, c'est construire et gérer des locatifs pour des personnes qui ont des ressources modestes ou défavorisées, hein, donc plafond de ressources, et puis construire ou acquérir pour vendre, hein, sous condition de vendre, c'est ce qu'on appelle l'accession sociale. Même les sociétés anonymes, hein, ne vendent pas de l'accession libre, hein, quand Espacil ou Foyer d'Armor font de l'accession à la propriété, c'est forcément de l'accession sociale, hein, mais l'accession sociale une définition de l'accession sociale. Alors, les organismes sociaux peuvent aussi notamment des interventions foncières et des opérations d'aménagement. C'est dans leur statut, ils ne le font pas forcément, mais en tout cas, c'est être administrateur de biens ou syndic. De plus en plus, à travers les opérations mixtes où on peut avoir dans une même opération et dans un même immeuble, là, une partie en locatif social et une partie en accession, d'entre eux, intéressant qui pouvoir gérer de gestion qu'il peut y avoir entre le privé et le public. Et réaliser des opérations d'hébergement temporaire qui sont données en agréé pour le compte d'hébergement qui vont être ensuite gérés par la sauvegarde du Morbihan, par exemple, hein, ou d'autres. On accompagne également les collectivités locales dans la définition de nos politiques, hein, et notamment donc le programme local départemental de l'habitat également, et dans les projets d'aménagement ou de rénovation urbaine, puisque effectivement ce sont des acteurs majeurs de tous ces dispositifs. On voit le poids que période. On dit toujours, je ne sais pas si ça va venir après, donc j'improvise un peu, que le logement social a une fonction contracyclique. Si vous vous intéressez au logement social, vous allez souvent entendre ce mot un petit peu barbare, qui est social. Depuis la dernière guerre, eh bien en fait, chaque fois qu'il y a des difficultés pour produire le logement social est au rendez-vous. Et donc il a un système de production qui vient souvent compenser les difficultés quand le privé ne marche pas bien. C'est particulièrement le cas en ce moment, hein, d'ailleurs. On peut remarquer, d'ailleurs, vous pouvez remarquer dans vos communes que quand les opérations ne sortent pas, comme on dit, entre tour vers les bailleurs sociaux pour dire ça serait pas mal de reprendre l'opération, etc. Donc c'est vrai, le social, il a cet amortisseur, hein, et de production de logements quand ça marche pas ailleurs. Vous voulez que je continue? Bon, un petit peu pour vous voyez. Donc ça c'est la répartition, la carte est déformée, c'est ici. Alors selon comment on compte, si c'est les chiffres de l'INSEE ou pas, bref, 19,2% des logements de l'agglo sont des logements locatifs publics, hein. Ça c'est selon comment on compte, c'est 19,2 ou 15,6. En tout cas, c'est pas tant que ça.
C'est pas tant que ça, mais ils sont concentrés, comme vous le voyez, sur 3 communes, Lorient, Lanester, Hennebont, c'est historique, hein. Et puis surtout, les logements locatifs représentent presque 50% des logements sociaux du Morbihan dans le département. Donc vous vous reconnaissez. Donc là, on voit effectivement des chiffres de Lorient Agglo là qui va vous perturber un peu. C'est pas tout à fait. Tout dépend en fonction des résidences principales et tout. On m'a tout expliqué hier. Quand on se compare à d'autres, hein, ce que ça donne. Hein, vous voyez, Bretagne par rapport au Morbihan, par rapport à nos voisins. Et puis, vous voyez par exemple, Bellevue-Blavet-Océan, c'est 5%, 5,4%, Bretagne 10%. Bon, des gens qui nous ressemblent comme Brest est à 15%, Quimper est à 13%, enfin 14%, Saint-Malo a un peu plus de... Vous voyez, presque... voilà, ça donne une idée un petit peu... voilà, c'est juste pour que vous ayez... intéressant de regarder comment on se situe par rapport à... il y a cette obligation hein, qui est arrivée. Ça a changé maintenant de nom. En tout cas, dit que toutes les communes doivent disparaître. Vous entendrez parfois le chiffre de 25, c'est au niveau national. Et comme nous, on est national dans les territoires tendus. Et depuis peu, c'est depuis l'année dernière, hein, c'est un des éléments de la loi Duflot 1, donc avant la Lure, qui a mis donc 25% dans des territoires tendus et 20% dans des territoires qui ne sont pas tendus comme nous. On est considéré comme un territoire n'étant pas en tension en ce qui concerne nous avons donc l'obligation pour ces communes, en tout cas, de faire ces logements locatifs sociaux. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la production future. Hein. Le PLH, lui, il dit déjà. Là, c'est quand... et il doit y avoir 20% de logements locatifs sociaux parmi ceux-là. Je vous donnerai des petites informations comme ça, parce que j'étais à une commission de l'Assemblée nationale qui a plusieurs sujets. Et là, c'est vrai qu'il y a des... Ils vont y arriver, qui souhaiteraient amender cela de façon à ce que ça soit plus réaliste pour les territoires. Je vais vous en redire 2 mots. Sur notre... Vous voyez... de plus de 3500 habitants, donc qui doivent se conformer à cette obligation. Il n'y en a que 3, celles qui sont en rouge, Lorient, Lanester, Hennebont, et on comprend qu'elle est concentrée, qui remplissent déjà cette obligation. Donc vous voyez que pour certaines, ça fait beaucoup de chemin à faire. Elle est très intéressante. Pour produire du logement social est mieux équilibré sur un territoire. Midi pour dire, mais malheureusement que cela porte, qu'il y a quand même deux éléments qui font que c'est impossible et dont on devrait tenir compte. C'est ceux qui n'ont pas de du tout, enfin ou très peu, et qui réalisent les logements. Donc voilà, et même en faisant de logements sociaux pendant 20 ans, il n'y aura toujours pas les 20%. Donc là, il y a quelque chose
Il y a également un autre élément, à mon sens, c'est les communes dans lesquelles il n'y a pas de besoin de logements sociaux, hein, enfin leur éloignement des centres ou le fait qu'il n'ait pas de services à proximité ou de transport font que ils ont un besoin aux personnes âgées ou aux jeunes qui veulent rester dans la commune, mais pas un besoin qui va jusqu'à 20% de logements sociaux. Et d'ailleurs, les bailleurs ne veulent pas les construire, hein. Donc voilà, je trouve que pour ces deux cas, la loi devrait s'améliorer. En tous les cas, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et les pourcentages affichés, hein. Donc pour certains, c'est logique, ils s'y mettent, hein. Il y a un plan triennal. Quand on ne remplit pas ses objectifs, la deadline, hein, le moment, ça sera 2000 pour apurer ça d'après la loi. Et donc, vous voyez que c'est pas si simple. Néanmoins, il y en a beaucoup qui, depuis le temps qu'on fait des PLH, 5, c'était 2005, hein, 2004. On y travaille d'ailleurs avec les maires et tout, comme c'est le cas, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire sur notre territoire qu'il y ait d'obstruction au logement social, hein. Il y en a qui m'ont dit « Ah bon, vous exagérez », j'ai dit ça cet après-midi. J'ai dit non, un refus d'avoir pas vu de maire comme ça sur notre agglo. C'est simplement qu'il faut pouvoir les faire, quoi, hein. Alors, sachez que pour ceux qui sont assujettis à cette amende, souvent ils arrivent à y échapper parce que quand ils font des acquisitions foncières, par exemple, ou des achats pour du logement social, eh bien, beaucoup ont fait ça. Voilà. Qui ont effectivement un bourg et plein de villages autour. Et là, c'est vrai que le calcul, il est un petit prend effectivement. Alors qu'on sait que quand on va construire l'école, il y a les équipements. Donc c'est vrai que c'est une demande récurrente, hein, qui est faite. Et Marie-Christine l'a encore fait cet après-midi, mais aussi quand on préparait le PLH la dernière fois, c'est vrai que c'est des éléments qu'on essaye de mettre en avant, vis-à-vis de l'État, pour qu'ils comprennent bien aussi notre difficulté, quoi. Et qu'il faudrait peut-être sur certaines communes aussi recalculer en fonction du centre-bourg, du cœur, et non pas en prenant tous les petits villages. Donc alors, un petit point sur la demande locative sociale, hein. Donc, la demande locative sociale, elle est de nouveau en hausse sur notre territoire. Elle avait diminué en 2010, et là, depuis 2010, de nouveau, avec qui est de 1880 demandes. Donc, on prend toujours les chiffres au 1er janvier. Alors, c'est vrai que demain, si vous voulez avoir... On peut le faire au jour d'aujourd'hui, mais on essaye d'avoir un petit peu des règles, et on s'arrête toujours au 1er janvier de chaque année pour pouvoir faire des comparaisons quand même plus c'est jamais le bon. Sur tous les documents qu'on là, puisqu'on a un observatoire, on observe ces règles assez précises, hein, de statistiques. Très bien dit, de façon à ce que vous, les documents que vous avez, ils sont fiables au moment où on les a sortis, et vous pouvez les comparer entre eux, hein, si vous voulez faire des pourcentages. Et le Judith, on a quand même les chiffres à la moulinette de la statistique. Donc voilà, hein, on voit vraiment la progression, hein, 3,7 en un an et 18,2 en un an. Alors ces chiffres-là sont
commun de la demande locative sociale, on en reparlera, qui est sur notre territoire. Alors on est revenu à des chiffres de 2007, c'est-à-dire au moment où on a mis en place ce fichier. Mais qui était chez plusieurs bailleurs. Et comme là, le but, c'est d'avoir une demande pour l'ensemble des bailleurs, et des ans, ça a diminué. 2010, et là, depuis 2010, malheureusement, j'allais dire, ça remonte de façon assez importante. Déjà locataire du parc HLM, hein, donc ça fait 1800 projets qui veulent un autre logement, soit parce que le logement actuel est trop petit, soit parce que dans leur parcours résidentiel, ils ont envie de changer de quartier individuel ou être dans un bâtiment plus petit, s'ils sont dans un grand collectif, de passer dans un collectif plus petit. Donc, qui sont ou en cohabitation ou dans le privé et tout. Et les motifs principaux pour les personnes qui sont à l'extérieur, logements qui reviennent notamment souvent des prix, le prix du loyer qui est plus élevé dans le parc privé que dans le parc social. Donc l'envie de rentrer dans le parc social. Alors on en reviendra, mais c'est pour ça que je vous ai mis les plafonds de ressources. 3 ménages sur 4 relèvent du logement très social. Donc on reviendra du PLAI. Et alors donc quand vous avez vos tableaux, vous voyez un petit peu la correspondance pour, par exemple, un couple. Nous, on met toujours en revenu mensuel équivalent parce que le revenu fiscal est toujours aux yeux. Donc, vous voyez, c'est des personnes, par exemple, si c'est un couple qui a en dessous de 1485 vivre. Et en plus, on a encore une deuxième catégorie. C'est 2 ménages demandeurs sur 5 sont en situation de précarité financière. Donc, ils sont en 30% des plafonds HLM. Donc, ça représente sur notre territoire quand même 1850 ménages. Et donc, par exemple, pour un couple et un enfant, ça veut dire que c'est des personnes qui vivent avec moins de 795 € par mois. Donc, tout à l'heure, on parlait aussi dans la première diapo des personnes qui étaient en précarité. On est à peu près sur ce chiffre-là. Et ça montre quand même que le logement social, au niveau national, loge des familles déjà en difficulté, mais aussi que les demandeurs actuellement sont en difficulté aussi financière. Je ne dis pas sociale, je dis bien financière, parce que on a toutes qui n'ont pas un temps plein, qui n'ont que la difficulté actuellement pour les bailleurs sociaux aussi à loger ou à produire des logements qui soient en adéquation avec leurs ressources. Elle s'oriente essentiellement sur des T2 et des T3. Donc vous voyez aussi, vous, quand il y avait les programmes, c'est vrai que les bailleurs sociaux vont souvent vous demander du T2, du T3, surtout si c'est parce qu'on évolue. On sait qu'on a aussi de plus en plus de familles où il y a des enfants qui ne sont pas là tout le temps. Il faut quand même maintenir un certain dans le logement social. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça, alors là, moi, je ne suis pas très à l'aise. J'espère. Des bailleurs. Donc là, c'est une présentation qui a été faite par la Caisse des dépôts. Pas très douée pour... je pensais que Claude allait nous présenter ça. J'essaye de me souvenir comment il nous l'avait produit. Il nous l'avait présenté. Voilà. Faire à 2 voix. Donc, pour... explique comment est utilisé ces 100 € dans le domaine du logement social. Alors, vous voyez bien, moi je vois assez mal. Donc les risques locatifs, c'est
1,09 €, hein, c'est ça, car la moitié quasiment pour les charges d'exploitation sont consacrées aux charges d'exploitation, c'est-à-dire qu'on va retrouver là donc les charges foncières, les charges de gestion. Donc tout ça nous amène, il y a des autres produits pour 1,02 €, exploitation de 49,07 €, mais ensuite il y a les aides locatives qui permettent de rembourser les emprunts liés à la construction. Hein, donc pour 41 €, l'essentiel va être consacré à ça, avec la partie capital, partie remboursement intérêt. Du coup, on peut dégager, hein, c'est comme ça dans vos communes aussi, hein, que se font les budgets, de 7,08 € auquel on va rajouter que la trésorerie ou autre permet de placer de l'argent, quelques autres activités selon les bailleurs, de la exceptionnel, et du coup on obtient cet autofinancement global de 13,08 € qui va avoir une gestion. C'est vrai que la Caisse des dépôts nous avait annoncé que les HLM au niveau régional de la Bretagne, hein, ils ont fait une instruction budgétaire particulièrement saine. Hein. Puisque nous garantissons, hein, je ne sais pas si vous... régulièrement, vous verrez au conseil de communauté passer les bordereaux où on garantit pour 5% et la commune en fait autant. Parfois, on a des questions là-dessus en disant ça fait beaucoup tout cet argent. Et on est bien sûr de nous. Donc là, on est assuré donc, de cela. Et ça montre vraiment, comme a dit Marie-Christine, hein, ce qu'ils vont pouvoir, les fonds propres qu'ils vont pouvoir injecter dans les futures opérations. Les fonds propres, on va c'est pas exprès. Hein, on va voir que ça, cet autofinancement, il a augmenté dans les dernières années. Les territoires sont vraiment très sensibles à construire et aussi à entretenir leur patrimoine existant. Donc là, on rentre. Alors, vous allez dire, on parlait déjà du logement social, mais là, on va faire un petit coup de zoom sur vraiment le logement locatif. Comment ça, quand on construit un logement social, quels sont les financements auxquels ont droit les bailleurs sociaux. Donc, les logements locatifs sociaux, ils répondent à plusieurs critères. D'abord, ils doivent obtenir un agrément. Ça reste toujours l'État. Président de Lorient Agglomération, on reste. C'est l'État qui, au début de chaque année, la Bretagne, vous avez le droit à 4000 agréments. On va les répartir entre les différents territoires. Sur notre territoire, on va dire vous avez droit à programmer 300 logements sociaux. Donc, on va voir bien sûr des fonds publics. Après, c'est vrai que les logements sociaux, ils font l'objet d'une procédure en matière d'attribution des logements qui est fortement contrôlée par la des locataires qui disposent de plafonds inférieurs, de ressources inférieures au plafond que je vous ai remis. Et ces logements-là, du fait du conventionnement avec l'État, ils peuvent bénéficier de l'APL, l'aide personnalisée au logement. Donc, en financement qui n'arrivent pas forcément directement dans la poche du bailleur social, mais qui permettent après d'équilibrer l'opération. D'un côté, c'est les aides personnes, la PL, et puis aussi les aides qui aident les locataires qui rentrent. C'est tout ce qui est lié au fonds
pour le logement, pour l'accès ou le maintien dans le logement, ça existe. Bon, c'est vrai que les bailleurs sociaux peuvent demander pour des locataires à ce qu'il y ait une garantie financière d'une famille, notamment pour le maintien. En face, on a ce qu'on appelle les aides à la terre. Donc, l'État donne la décision de financement, il donne des aides directes, hein, des subventions. On verra tous les produits et uniquement en neuf. Et puis, bien sûr, toutes les aides indirectes, hein, la TVA à taux réduit et l'exonération sur les propriétés bâties. Donc, après, elles interviennent souvent en réhabilitation ou en œuvre ou en réhabilitation de la collectivité. Les EPCI qui donnent souvent des aides directes, les communes. Pensez par exemple au foncier. S'il y a un foncier ça va rentrer dans les aides indirectes. Les conseils généraux qui donnent des aides, les conseils régionaux aussi, et aussi l'Europe dans le cadre du FEDER. Et là, le FEDER, on est plus sur la réhabilitation et notamment la aux bailleurs sociaux. Alors peut-être, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas y revenir, donc en ce qui nous concerne, nous, l'Aglo, c'est le PLH qui a défini la hauteur des aides. Alors d'abord, on amène les aides au nom de l'État. On dit que nous sommes délégataires des aides à la pierre. Hein. Donc nous percevons l'enveloppe qui est définie annuellement. On est en pleine campagne hein, en ce moment, puisqu'on a fait avec les maires et les bailleurs une pré-programmation que l'on va aller défendre, qui lui va faire remonter ça au niveau national, et l'enveloppe nationale est donc ensuite répartie sur toutes les régions en fonction de différents critères, mais aussi de ce que l'on a fait remonter. Hein, c'est un 12 2 et après février-mars, une notification définitive de ce que l'on pourra avoir sur les légataires. Donc ça, nous gérons et on revient à savoir qu'on aura tout ce qu'on demande, mais il se peut qu'on soit amené à arbitrer et à dire oui. D'accord. Qu'on soit amené à arbitrer pour dire comment on s'organise entre nous parce qu'on n'a pas suffisamment. Alors, des fois, on s'énerve un petit peu parce que l'État met de moins en moins. En 2001, il mettait 5 000 euros par logement et l'année dernière, c'était 500 euros et je pense que ça diminue 200 cette année. Donc, par contre, la collectivité, alors du coup, en fonds propres, hein, a mis de plus en plus. Et actuellement, on met combien, Judith on va le revoir. Ah, d'accord. Ah, je ne l'ai pas vu dans le. Donc voilà, on a des aides en propre. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas les collectivités, enfin, et surtout le PCI, les opérations ne pourraient pas sortir. Hein. Et plus les fonds propres, mais on verra après aussi. Donc voilà, Marie-Christine a tout dit. Hein. L'intérêt de cet agrément, c'est qu'il va permettre au bailleur, une fois qu'il a l'agrément en poche, c'est d'aller voir la CDC. Et c'est des prêts qui sont financés à partir des fonds du livret A. Donc ça vous entendez, on en entend souvent parler à la télévision, hein, quand le livret A baisse, voilà, l'incitation. Donc je vais rentrer dans le détail, hein, puisque Marie-Christine vient de présenter effectivement comment ça se passe entre la définition du programme de programmation, les arbitrages. Donc quand le livret A baisse, social. Donc voilà, on va pas tout le temps pleurer finalement, hein, on pleure un peu. La mécanique, elle est un petit peu comme ça. Hein, le livret A, avant le logement social, hein, il y a eu une mesure qui a été prise et qui fait qu'il y a une partie qui a été destinée aux entreprises. Le monde du logement social s'était un petit peu ému de cette affaire à l'époque.
vous a présenté, c'est les 3 principaux qui existent en matière de logement social. Alors il y en a 3, alors c'est vrai que je les ai mis dans cet ordre-là. Pour l'autre document, je les mettrai dans un autre ordre. Donc il y a le PLAI, le plus, et puis après on verra que le PLS. Il existe aussi un autre type de financement, c'est le PLS intermédiaire, mais là nous on n'en l'utilise jamais sur notre territoire. C'est un produit qui s'utilise essentiellement dans les grandes agglomérations et notamment à Paris, quoi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de place pour ce produit sur notre territoire. On n'en fait pas. Je mettrai dans l'ordre promis, hein. Alors le premier, c'est, on va le dire par ordre. Alors, par ordre d'utilisation le plus fréquent par les bailleurs sociaux, c'est le PLUS, le prêt locatif à usage social. Donc, il permet de financer la construction ou l'achat d'immeubles, hein, dans un souci toujours de mixité sociale. Et donc, il permet la mise en location avec les loyers. C'est ceux qui, ils sont en dessous. Le plus est le dispositif le plus souvent utilisé par les bailleurs sociaux. Et aussi parce qu'ils n'ont pas trop le choix, puisqu'on va voir qu'ils peuvent faire du PLAI, mais ils n'ont le droit d'en... Donc il faut bien qu'ils financent les autres 70%, et donc c'est le PLUS qui est utilisé. Le PLUS, il peut être utilisé par les logements sociaux sur notre territoire ou les communes du secteur. À un moment donné, vous avez fait des logements sociaux, certains ont été financés en PLS, distribués par la CDC. L'intérêt de ce prêt, c'est que c'est un prêt qui dure longtemps, hein, puisqu'il a une durée de 40 ans, voire 50 ans, voire 60 ans pour le terrain en fonction de la zone. Donc c'est aussi, on montrait que quand il construit sur la durée, par rapport à, par exemple, à un promoteur qui va vendre ses logements, puis il va partir. Le bailleur, c'est pour la durée, donc il a tout intérêt à mettre de la qualité dans ses logements, à être exigeant et aussi à bien anticiper voilà, les frais pour l'entretien et tout ce qui suit. Il est de 1,6%. Ces logements financés avec ce PLUS, ils vont bénéficier d'une TVA à 5,5 et une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 25 ans. Donc là, Marie-Christine l'a dit, au niveau des subventions, l'État donne 200 € par logement, c'est forfaitaire, alors qu'avant, effectivement, sur ce produit-là, il pouvait donner jusqu'à 5 ou 6 000 € il y a quelques années. L'agglomération donne 120 € ou 130 € en fonction de la zone. Alors la zone 2, en zone 2, il y a Lorient, Lanester, Pleumeur, Quévin, l'Armor-Plage. Toutes ces communes sont en zone 2 et tous les autres sont en zone 3. Plus gros, je crois. Et donc après, on a aussi des subventions pour le logement social. 1000 €. Ces prêts doivent être garantis par la collectivité locale sur notre territoire. La décision qui a été prise par les élus communaux et puis je vais dire et au niveau une garantie à 50-50. Voilà, qui sont faits par les bailleurs garantit les 50 € restants. L'essence, c'est que ça vous donne aussi le droit à un droit de réservation. Les loyers le loyer. 50 € en zone 3. Voilà, Philippe il va calculer, il est très bon en calcul. Non, en gros, ça fait 7 000 € par logement. Oui. C'est ce que donne une collectivité. Pour le PLUS. Hein, pour le PLUS. Donc après. 7 000 € en moyenne. Hein, oui. Un logement de 65 m². C'est-à-dire la moyenne.
Donc le loyer aussi, il est 3, il est de 5,51 euros comparatif avec le loyer libre sur la diapositive suivante, et il est de 5,11 euros du mètre carré en zone 3. C'est pour ça que Lorient Agglomération a différencié aussi ses subventions, parce que finalement, vous verrez par la suite que l'équilibre d'une opération se fait aussi vos rentrées. On sait que sur la zone 3, les loyers vont être moins importants, donc la subvention de la collectivité est importante, hein, c'est pour expliquer pourquoi il y a ce... C'est écrit 100%, c'est parce que le plus, c'est vraiment la barrière, c'est cela qu'on prend, hein, quand on parlait des 68% de personnes qui avaient des revenus permettant d'accéder au logement social, ça veut pas social, ben, on prend cette base-là des 100%. Donc sur le PLAI d'intégration, il y en a de deux sortes, un qu'on appelle adapté, qui est plutôt pour, voilà, et un qui s'appelle qui est octroyé pour les bailleurs sociaux, toujours pareil, opération d'acquisition de construction. Il est, au départ, ce prêt-là, il était essentiellement, enfin, il était exclusivement pour les difficultés financières. Donc ça, c'est voilà. Et puis en 2009, il y a un nouveau produit sorti, c'est le PLAIO. Donc ça veut dire ordinaire. Dans d'autres régions, il s'appelle parfois ressources et il porte peut-être mieux son nom parce que ça veut dire que là, il est octroyé uniquement pour des personnes qui ont des c'est nos fameux 60%, voire 30, ceux qui ont 30% de fonds PLUS dans ces logements-là. Mais le problème, c'est qu'on peut en faire qu'un décidé, notamment sur la région bretonne, 30% de la faire beaucoup plus si on le met en comparaison du parc HLM ou des demandeurs, mais bon, pour l'instant, on est resté sur ça. Donc, de nouveau, c'est un prêt qui est uniquement attribué par la CDC. Les durées sont les mêmes, le taux d'intérêt est le même. Voilà, ce qui change là, c'est la subvention de l'État. Là, que 30%. Voilà. Le PLAI, le dur, là, celui pour les familles en difficulté sociale et familiale, il donne 9 000 euros de ces logements-là. 50 par an au niveau... Les chiffres, c'est très peu. On peut des fois en faire un petit peu plus quand il y a un foyer qui se fait. Un foyer, par exemple, pour des personnes en ce PLAI, et donc bien sûr on va avoir un nombre important, mais vraiment les familiaux, ceux pour quelques familles avec des difficultés sociales et familiales, vous verrez sur notre programmation, si on en fait 2 ou 3 dans l'année, c'est simplement, c'est pas le suivi social de la famille et comment on accompagne la famille qui est dans ce logement. Hein. C'est pas parce que le bailleur veut pas en produire, c'est après qu'est-ce qui se passe pour le suivi des personnes. Mais ça, c'est sûrement des éléments qu'on verra aussi on verra dans le PLH. Et puis, c'est la prochaine réunion qu'on fera en février. Parce qu'on a mis en place aussi un dispositif au niveau de l'agglo. Alors, c'est vous, ce sont les nouveaux. Pour le prochain. Mais toujours est-il qu'on a mis en place une aide aux personnes en grande difficulté parce qu'on s'est rendu compte que difficulté, c'est des impayés et puis c'est surtout ces fameuses personnes qui dérangent tout le monde. Plus personne ne veut aller habiter dans un immeuble parce qu'il y en a qui font le souk, etc. Donc ça, c'est voilà. Et on avait essayé de négocier le département pendant des années parce que c'est sa vocation. Et donc c'est un financement à la fois de l'agglo et des bailleurs qui y trouvent un intérêt aussi. On en reparlera, on vous décrira tout ça en février.
petit peu différent. C'est vrai qu'à ce jour, pour les PLAIO, on donne la même subvention que pour le PLUS. Par contre, quand on a ces fameux PLAI adaptés, on va jusqu'à 10 000 euros de subvention. Et puis il y a le CG aussi qui subventionne ces produits, l'un et l'autre à hauteur de produit-là. On demande la garantie financière de la collectivité locale, donc commune, et puis Lorient agglomération à 50-50. Donc là, vous voyez la différence de loyer. Et c'est vrai que sur le petit document, je vous le retraduirai pour un T3 ce que ça fait. J'aurais dû le faire. Et voilà, c'est en regardant, je me dis, ben oui, j'aurais dû le faire. Donc on voit un petit peu la différence au niveau en euros ressources sur votre la première colonne. En moyenne, c'est plus de 25 000 euros par logement dans cette catégorie-là. Oui, non, je parlais du loyer. Je dis pas que c'est de subvention. Donc voilà. On n'utilise pas beaucoup hein, prêt locatif social. Alors c'est vrai aussi qu'il a un nom un ça a eu social et certains pères qui parlent du PLS social, mais il est moins social que le PLUS. Savoir ou moral de droit public et de droit privé, c'est-à-dire qu'il n'est pas sociaux. Donc là aussi les communes peuvent PLS. Donc c'est vraiment la différence. Il peut aussi servir, et c'est vrai qu'il nous sert souvent sur notre territoire, quand il y a le financement d'un établissement, par exemple pour personnes âgées. L'État le demande hein, plutôt que du plus. Voilà, la différence PLAI tout à l'heure, c'est vraiment si on a des sociales qu'on va pouvoir le mobiliser. Pour un foyer personne âgée, on ne va pas pouvoir mobiliser les du PLS. Donc, c'est pas seulement la Caisse des dépôts qui le délivre. Il dit hein, que la Caisse des dépôts conventionne et chaque année, il y a d'appel à banque hein, pour pouvoir ce PLS. Donc là, ben, vous voyez, le taux d'intérêt, il est plus élevé. La durée, c'est à peu près la même chose. Hein, sinon, sur notre territoire, ce produit ne bénéficie pas de subvention, ni de la part de l'État, ni de la part de Lorient agglomération, puisqu'on ne le considère pas vraiment comme du logement social. Et pour ça, il faut vraiment vous référer. Hein, c'est 30% des plafonds. Des plafonds, donc ça veut dire que c'est vraiment plus élevé, hein, vous voyez, pour une personne seule, on va quand même à des ressources qui sont de 2 409 €. On est vraiment sur une autre catégorie. Et sur notre territoire, il n'y a pas vraiment de place pour ce produit, hein, puisqu'il sort là à 8,26 € du mètre carré. Et si on regarde en bas les comparatifs avec le loyer libre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment une place très nette pour lui. Peut-être en zone 2, hein, puisque le loyer libre, il est à 9,2, mais en zone on voit que le loyer libre pour un T3, il est de 7,8. Donc, c'est ça aussi qu'il faut toujours avoir un petit peu en tête, et on est là pour vous aider. Même, enfin un privé qui vient vous dire « Oh, je veux faire du PLS », ça va augmenter votre pourcentage de logements sociaux. D'abord, c'est vrai, mais dans un temps très limité, notamment pour les communes qui ont locatifs sociaux. Ça ne va pas durer dans le temps, à la différence du logement social. Et en plus, il est possible que l'investisseur ait du mal à trouver un locataire, parce que voilà, ou il en trouvera un, mais à la limite, certains vont avoir tendance à demander à aller dans le logement social, parce que la différence, elle n'est pas nette. On peut avoir un moins beau qui va être un petit peu moins cher dans le privé, mais enfin, ça montre un petit peu les moyennes. Donc ça, c'était vraiment pour vous faire... Et quand vous avez les
en face de vous, ils vont vous parler régulièrement de ces 3 prêts. Alors, on peut peut-être parler du prix de revient d'un logement. Aujourd'hui, les chiffres de l'ARO HLM et de la Caisse des dépôts, hein, ou de Dexia, je crois, qui disent qu'un logement PLUS aujourd'hui qui se construit, hein, enfin aujourd'hui en 2013, je disais tout à l'heure, d'ailleurs on pourrait faire le calcul, on disait qu'on n'avait pas en tête sur notre secteur, on a fait 260, hein, c'est ça à peu près, hein, 260 à peu près. Et c'est la programmation aussi de 2014. Donc voilà, ben, on voit à peu près que ça a été autant de fois 123 000 euros. Un petit peu parce qu'il y avait une partie réhabilitation. Mais à quelque chose près, je ne sais pas combien ça fait, 250. Il suffit de prendre la calculette. Mais vous voyez, c'est pas mince hein, pour un territoire, hein, la répercussion économique. Je voulais juste dire ça en passant. Et donc une surface moyenne au niveau de 69 mètres carrés pour un T3. Donc quand vous regardez les plans de financement US et que vous regardez le camembert, donc vous voyez qu'il y a les prêts de la et ça représente 70% du plan de financement. Vous avez 15% de fonds propres et ça n'a cessé d'augmenter. Et aujourd'hui, bah, vous regardez de 123 000 euros ce que ça donne. Hein. 15 000 euros par logement. Voilà, 15 000 euros par logement. Et je confirme, tu peux confirmer peut-être, Claude, c'est des chiffres qu'on a régulièrement dans les équilibres d'opération, par exemple de Lorient Habitat. Hein, voilà. Ce que l'on sait de 15 000, hein, sauf exception, mais vous voyez que ça fait quand même beaucoup. La question, c'est jusqu'à quand les bailleurs sociaux vont pouvoir mettre autant de fonds propres, quoi. Mais actuellement, c'est vrai que s'ils ne faisaient pas ça, les opérations ne sortiraient pas. Subvention des... Et puis, pour les subventions d'État. Donc, voilà. Après, le montage d'une opération financée en PLU, la même chose d'une opération classique, privée. Hein, Philippe, hein, vous avez foncier, la part financiers qui sont liés, et puis la TVA. Hein, donc, on va chez un privé. Et puis, en recette, là, on a des subventions, les fonds propres, et puis l'emprunt. Hein, donc, c'est une autre manière de et donc, en moyenne 20% de différents. Alors, quand on fait une opération locative sociale, bah, éviter des ménages, parce que vous avez vu tout à l'heure de loyer, on regarde comment après ça se ventile. De loyer. Donc, à la fois le bilan, mais le coût pour le locataire, il faut le regarder parce que lui, on peut... Les loyers, d'ailleurs, les loyers sont encadrés. Donc, les annuités des prêts, les provisions grosses réparations, taxes foncières, propriété bâtie, frais d'entretien. Dans les produits, les loyers des garages, les loyers divers auxquels il faut retirer la vacance technique à payer. Et ensuite, on va regarder pour le locataire ce que ça signifie. Donc lui, ce qu'il a à payer, c'est le différentiel
de faire des travaux d'économie d'énergie parce que là, les charges changent énormément. On voit dans les travaux qui sont faits actuellement, ça change vraiment du tout au tout. Et puis, en regard, eh bien, il perçoit l'APL. Et cette APL, elle va être en fonction des ressources et du nombre de personnes, et puis également de la surface du logement. Et il y a un loyer plafond. Et donc, c'est toujours intéressant de regarder, et quand on discute avec les gens par rapport à leur solvabilité, qui veulent rester dans des T4 alors que c'est un ménage où ils ne sont plus que deux. Oui, mais sauf que la au montant auquel, entre guillemets, ils ont. Hein. Tout ça qu'il faut regarder. De ça, quand les bailleurs sociaux augmentent leur loyer, augmenter des loyers quand vous n'êtes pas encore au plafond à payer, la différence sera couverte par l'APL qui. Que là, c'est plus facile de faire ça que quand vous êtes au plafond. Hein. Donc vous voyez un petit peu la mécanique. Hein. Je ne suis pas pointu au point de pouvoir détailler tout ça, mais en gros, c'est vraiment comme ça que ça se présente. Alors en sachant qu'on n'a pas parlé, mais déjà les bailleurs sociaux sont en France très vertueux de ce point de vue-là, puisqu'au point de vue consommation d'énergie, au niveau national, les logements sociaux sont 30% inférieurs. Je regardais les chiffres tout à l'heure. Il a 60%, pour ceux qui connaissent un peu les étiquettes, 9% de son patrimoine est en étiquette. C'est déjà pas mal. Encore à faire. D'ailleurs, dans le plan stratégique de patrimoine des bailleurs qui ont des plans stratégiques de patrimoine, c'est une obligation, et de dire comment ils vont renouveler leur parc et comment, avec les provisions qu'ils ont faites et avec leur capacité d'autofinancement, combien ils vont mettre pour la réhabilitation du parc thermique en particulier. Donc, on enchaîne. Vous gardez vos questions pour la fin. Donc, une diapo très rapide, mais bon, on aurait pu en faire. Enfin, plusieurs. Mais ce que vient de présenter Marie-Christine, c'est aussi bien autant valable pour le neuf que quand un bailleur doit s'engager pour une réhabilitation. On n'accorde plus d'aide pour la réhabilitation du. Donc, cette réhabilitation, elle est financée sur les fonds propres de l'organisme, encore, j'allais dire, les prêts octroyés par la CDC et puis les subventions des collectivités locales. Sur notre territoire, qui dépend de la performance énergétique par logement au maximum. L'un des objectifs majeurs au niveau national, c'est vrai, c'est d'essayer de résorber le parc le plus énergivore, même si, comme l'a dit Marie-Christine, le parc de logements sociaux de France, il reste quand même des logements en classe D et G. On a présenté le parc privé. On avait même des logements en H et I, pour un peu des épaves un peu énergétiques qu'on n'a bien sûr pas dans le parc social. Donc au niveau national, d'ici 2020, c'est 800 000 logements sociaux qui doivent être et sur notre territoire, les données que nous ont fait remonter les bailleurs ces derniers mois, c'est au moins 2530 logements
bâtiments pour la requalification urbaine. Donc on a devant nous ce chantier-là, parc social. Quand je vous donnerai le document, je remettrai peut-être justement le financement de la réhabilitation. Voilà. C'est toujours pareil, c'est quand on voit les diapos, on se dit, il aurait fallu mettre ça en place pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça coûte, parce que je vous dis 7005, si c'est 7005, c'est 30 000 euros, mais je regarde la réhabilitation en moyenne, combien c'est de travaux. Bien me dire. Ça peut aller jusqu'à 50 000 euros de travaux. Hein. Tout dépend de ce qu'il y a à faire. Hein. C'est très variable. Donc, À chaque logement, on a de toute façon des travaux de réhabilitation à faire. Dans le privé aussi. Tout logement. Hein. Alors, c'est très important de la chance sur notre territoire d'avoir globalement des éléments, mais un patrimoine qui est en bonne santé. Pour les collègues qui se retrouvent à la tête de PCI, où il y a des communes, voire en mauvais état, c'est vraiment compliqué. C'est pas possible. Vous voyez que l'État ne met plus des collectivités qui ont à faire. C'est pour ça que l'expression sur le fait d'accompagner, parce que ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, parce que vraiment les pas les collectifs dégradés, ça va assez vite et ça fait boule de neige, parce que quand ça commence, et qui dégrade en plus une commune, une rue, un quartier, qui le connote et qui fait qu'après il y a de la vacance et dans le logement social, mais aussi dans le logement privé à côté. Donc c'est l'urbanisme, le logement et une dynamique de communes et d'agglos qu'il faut vraiment surveiller de près, parce que vous avez vu, je crois que c'est dans Le Monde qu'il y a des quartiers, mais là c'est sur de l'habitat privé, mais ça se rejoint, des quartiers c'est aujourd'hui dans un état qui est en désert. Les collectivités proches, et encore elles n'y arrivent pas. Donc c'est voilà pourquoi on surveille ça de près. Donc voilà, moi j'en ai fini. Donc j'en ai mis quelques petites diapos sur l'attribution. Dire que l'attribution des logements sociaux, ça fait partie vraiment d'un processus qui est fortement encadré, et que le maire est partie prenante pour l'attribution des logements. Alors là, il y a la réforme qui a été engagée par la loi ALUR, qui vise à améliorer l'information des demandeurs, à simplifier leurs démarches et à organiser dans les territoires une gestion partagée de la demande. Et ça sera aussi un des éléments du PLH, puisque c'est obligatoire dans la loi ALUR de décrire ce qu'on va mettre en place. Alors l'avantage qu'on a chez nous, c'est qu'on a déjà des dispositifs qui sont en place, notamment locatifs. Donc les demandes, bien sûr, elles sont pas, les logements ne sont pas attribués. Mission d'attribution qui est organisée au sein de chaque organisme, et cette commission, elle est constituée de représentants du CA, des locataires. Et le maire de la commune est concerné et membre de plein droit lors des attributions. Donc s'il y a des attributions sur votre territoire, vous êtes ou le maire ou son représentant. Alors, il faut bien préciser
qu'il est invité, donc il donne son avis, mais il n'est pas toute seule des logements sociaux, hein. Parfois, on s'imagine ça. Il y a des règles à respecter. Bon, on respecte bien sûr la volonté des maires, enfin les bailleurs, hein, respectent la volonté des maires, mais en même temps, il y a une commission d'attribution, hein, qui est souveraine. Donc après, alors pour chaque logement, hein, la commission doit examiner, c'est pas normalement, doit examiner 3 dossiers. Donc le maire peut proposer un candidat, au même titre que les collecteurs d'Action Logement. Donc entreprises, hein, et c'est vrai que si elles ont participé financièrement à l'opération, elles peuvent demander à avoir un territoire donné, qui a notamment pour les publics les plus en difficulté, mais aussi pour le logement des fonctionnaires de l'État. Bon, en bonne intelligence, hein, il faut savoir que les réservataires ne font pas toujours des propositions, parce que sur certains bâtiments particulières de salariés, ou dans certaines communes aussi. Donc après, effectivement, qui est aussi... Le préfet se manifeste jamais chez territoire, ils le font beaucoup. Là, chez nous, il ne fait pas valoir son droit de réservation. Donc les publics, l'a dit depuis le début, hein, c'est des personnes à revenus modestes ou des personnes défavorisées. Il y a la loi fixe 2 conditions d'accès, hein, donc les conditions de ressources, on revient toujours à notre petit tableau, et la citoyenneté française, ou pour les personnes étrangères, un titre de séjour d'ailleurs ne peut pas déroger. Et après, au niveau... Donc c'est ce qui explique que parfois, vous voyez dans le journal, hein, cherche de logement. C'est pour ceux qui sont qui demandent asile, mais qui n'ont pas passé en commission et qui n'ont pas encore eu un titre de séjour. Et c'est ce laps de temps entre les deux, hein, qui pose question. Les associations peuvent s'émouvoir, mais en aucun cas les HLM n'ont le droit de les prendre. Donc après, chaque, bien sûr, revoit ça dans sa commission d'attribution, hein, les publics prioritaires, ou comment il va gérer ses attributions. Mais au niveau de l'État, les 5 priorités, c'est les personnes en situation de handicap, les personnes mal logées, qui reprennent une activité après une longue période de chômage, et les victimes de violences conjugales, ça fait vraiment partie. C'est-à-dire voilà, que les personnes qui sont dans cette situation-là peuvent recourir d'ailleurs à la loi DALO, et les HLM sont obligés, hein, dans leur en premier. Voilà, donc effectivement, depuis le droit au logement opposable, hein, l'État, les organismes HLM peuvent être dans l'obligation de reloger signé par le préfet. Donc ça passe en commission, mais ça on en parlera quand on sera justement sur les dispositifs un peu spécifiques en février, hein, avec la commission de recours, et puis comment ça se passe. Mais là, sachez-le, hein, si un bailleur, le préfet lui dit qu'il faut reloger ça, normalement il ne peut pas s'y soumettre, hein, il est obligé de reloger. Et donc on avec le droit de réservation du préfet. Il ne le fait pas valoir à chaque fois. Reconnu comme prioritaire, le bailleur est obligé de la reloger. Donc on en parlera en février. Effectivement, pour pas que ce soit toujours le même bailleur qui reloge, hein, donc on essaye aussi d'organiser ça au niveau. Donc là, c'est un peu le principe de hein, du dépôt de la demande à l'attribution, hein, ça va aller, on va aller assez vite, hein.
l'enregistrement, l'étude de la demande, ça passe en commission d'attribution. Il y a une proposition qui est faite suite à la décision. Il y a une visite du logement, donc la personne soit accepte le logement, soit refuse le logement. On va voir qu'il y a un taux de refus qui est quand même relativement important ces dernières années lors des attributions. Si la personne refuse le logement, la demande bien sûr est conservée et va repasser un petit peu dans le circuit, mais elle va peut-être repasser un petit peu... oui, peut demander à ajourner une demande pour avoir plus d'informations, hein, ou on peut refuser une demande parce que ça ne répond pas, par exemple, aux critères prioritaires dont on vient de parler. Donc, depuis 2005, les organismes HLM du Morbihan ont mis en place un fichier unique de la demande locative sociale. Cela permet de simplifier les démarches des demandeurs. C'est pour ça que je vous disais, nous, par rapport à ce que la loi Allure nous demande de mettre en place, puisque là, ça va faire 10 ans qu'on travaille là en commun. Ça permet d'affecter un numéro unique au bailleur, au demandeur, donc plus facile ensuite de le retrouver. Ça permet d'optimiser la gestion des attributions, parce qu'un bailleur social peut voir si un logement a déjà été attribué, une proposition a été faite à la personne, et donc il y a une sorte de règle de déontologie. Si un bailleur a fait la demande, a fait une proposition, on va attendre de voir la réponse de la personne avant d'aller lui proposer, pour pas que ça soit une surprise entre eux, notamment pour, j'allais dire, des ménages qui seraient salariés, qui seraient considérés comme des très bons locataires, pour ça nous permet aussi de mutualiser la connaissance des besoins, et c'est pour ça que là, très finement, il y a eu autant de demandes de d'où ils sont. Puisque M. Dupont, il pouvait être inscrit à Lorient Habitat, à Espacil, au foyer d'Armor. Et donc, quand on recoupait, c'était pas 4000 demandes, c'était 8000. Enfin, c'est vrai qu'on... Ça a permis... c'est très intéressant, notamment pour les communes, hein, pour... territoire. Avec toujours le petit bémol quand même, c'est que le demandeur, souvent, il est inscrit là où... mais on a vu tout à l'heure, hein, il y a de la demande. C'est vrai. Personne va se dire, si je ne demande pas une ville où il y a beaucoup de logements sociaux, je vais peut-être... j'ai aucune chance. Donc c'est toujours ça aussi, et c'est le travail que doit faire le bailleur social après, par derrière. La demande n'est pas simplement ce qui a été inscrit sur des vœux, c'est de pouvoir en parler avec les personnes. Alors ça social, on participe par an, ce qui permet à chacune d'avoir accès gratuitement à ce fichier. Pour avoir accès à ce fichier, il faut vous rapprocher de nous et on vous mettra en relation avec le gestionnaire, hein, de ce fichier pour que vous ayez accès. Donc ça vous permet, vous par exemple, notamment pour demander un logement social, de savoir si la personne elle a déjà fait une demande. Renouveler ma demande au bout de 12 mois, elle disparaît. Donc ça vous permet aussi de voir si la personne a eu des propositions. Elle a refusé. Bon, est-ce que c'était, voilà, il y a X raisons, hein, mais ça vous permet d'affiner la discussion avec la personne et de voir comment, vous pourriez voir. Elle n'a pas eu de demande, mais elle demande le logement individuel à tel endroit. On sait que, voilà, on est obligé d'attendre 2 ans, 3 ans, parce qu'il n'y a pas de rotation. Avec la famille. Donc on est à votre disposition, hein, notamment pour les nouvelles communes, si vous voulez pour avoir accès. Depuis le 1er janvier 2014, les demandeurs peuvent enregistrer leurs demandes sur Internet avec le site qui vous a été indiqué.
net, hein, mais on voit qu'on va quand même assez loin là aussi dans l'inscription des personnes, hein, pour faciliter ben, de demande. On en arrive aux attributions. Donc sur notre territoire, il y a eu 4137 logements qui ont été proposés. Hein, ça c'est les propositions, et donc 2212 logements qui ont été attribués. Donc bah, vous voyez, et donc on a quand même un taux de refus élevé puisqu'il est pratiquement de 50%. Les motifs peuvent être variés, parfois on les sent et on se dit est-ce qu'il y avait vraiment un réel besoin de logement. Voilà, c'est aussi toute la difficulté à analyser. Donc le nombre, il y a peu de fluidité actuelle même dans le dire attribution, hein, opération neuve, si important que ça, dans la mesure bah, où effectivement les personnes qui pouvaient avoir un projet de déménagement vont ne pas, si elles restent locataires, peut-être des personnes qui voulaient accéder à la propriété, qui leur projet. Donc le délai moyen d'attribution sur notre territoire, c'est de 8,2 mois pour les demandes du parc HLM et 13,2 mois pour les demandes. Il y en a, ça va beaucoup plus vite, puis d'autres, ça va beaucoup moins vite, comme je disais, en fonction notamment du produit qui est demandé. Mais c'est bien, hein, c'est Ah oui. un délai de... C'est pas mal. Hein. Produire quand même, on n'est jamais satisfait, hein, mais on a connu une période où il y avait 2 ans d'attente. Hein. Alors évidemment, vous trouverez toujours des gens qui attendent plus longtemps. Hein. Une personne handicapée qui est pourtant prioritaire quand il... ou quelqu'un qui cherche le produit, voilà, la maison individuelle, alors qu'on en a quasiment qui a 8,2 mois, c'est pas si mal, on va dire. Vous avancez, Julie ? Oui, bah, voilà. On est quasiment sur la même moyenne. Vous verrez dans le petit document qu'on vous a remis, effectivement sur la même, quasiment, puisqu'on est à 8,1 pour les demandes externes et 12,8 mois pour les demandes des locataires HLM. Donc, bah, les bailleurs sociaux font aussi de l'accession sociale à la propriété. Hein. Donc là, on a remis un petit peu en voir ou déjà terminé ou encore en. C'est vrai que comme devenir propriétaire, beaucoup de ménages et quels que soient ses revenus, ben, la mise en place d'une accession sécurisée, sociale, comme c'est à cette demande. Donc pour les collectivités, c'est aussi un levier important pour le dynamisme de leur territoire. Hein. Et c'est vrai que nous, dans le cadre du PLH actuel, hein, mais ce sera sans doute aussi l'accent sur la production de ce type ce type d'accession à la propriété. Donc dans le PLH, c'est l'accent. Plusieurs types par les bailleurs sociaux. On va surtout parler de la location-accession qui est un de la vente HLM, mais le bailleur social peut faire de l'accession classique, hein, mais c'est une offre qui sort avec des prix inférieurs au marché et qui sont là aussi destinés à des publics qui ne dépassent pas certains plafonds. Prélocation, effectivement, c'est
c'est à l'accession sociale, hein, pas au locatif, à la location à accession en PSLA. Donc nous, ben, le gros un peu de la au niveau de Lorient agglomération, c'est ce dispositif de location-accession qu'on a un petit peu décrit par la suite. L'accent est aussi à mettre, il est possible droit de regard pour les ventes et de voir si ça correspond aux objectifs fixés, et plutôt d'être du logement pour de jeunes ménages et pas forcément voilà, sur un autre type de produit en fonction du nombre important de programmes en location-accession qu'il y a actuellement sur le territoire. C'est vrai que nous, on doit regarder un petit peu voilà, à qui c'est vendu. Hein. C'est pas à regarder à qui c'est vendu. L'autre possibilité. Il faut un agrément. Il faut un agrément, mais on le refuse pas quand c'est. Par là, Oui, c'est que c'est encadré, ça fait partie des agréments à donner. Voilà. Donc après, qui est possible, peuvent mettre en patrimoine, c'est souvent vrai aussi individuel, c'est peut-être plus facile qu'en collectif. Donc là, c'est toujours avec l'accord des collectivités locales. La priorité est donnée à leur locataire, mais si le locataire ne veut pas, le logement peut être au niveau de la Bretagne. En 2013, c'est 397 logements HLM qui ont été vendus, et sur notre ont été vendus. Jusqu'à maintenant, nous n'y étions pas favorables. Non, Lorient Habitat non plus, en territoire urbain. Parce que dans territoire de vendre du HLM alors qu'on en manquait. Et mieux, donc on trouvait que de faire de l'accession sociale neuve était plus intéressant pour la personne que de lui vendre un vieux logement où de toute façon il fallait qu'à un moment donné elle le réhabilite dans quelque temps forcément. Donc on n'était pas spécialement favorable. C'est vrai qu'avec les communes rurales ça change un peu. Je crois que qu'il y a du locatif social qui tourne pas. Personne qui l'habite depuis 20 ans. Question finalement de sa fonction sociale, enfin que les gens bougent. Donc là effectivement si le logement s'y prête et ailleurs, dans ces cas-là ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc le PSLA, ce qu'il faut surtout retenir, hein, c'est que c'est un prêt au départ, hein, dans cette mécanique, c'est que les personnes il y a 2 étapes dans la location à accession. Il y a une phase locative. Donc pendant la phase locative, redevance qui correspond à la part loyer, j'allais dire, plus un petit quelque chose pour la part acquisitive. Donc ça lui permet de se constituer un apport personnel. C'est vrai que c'est très intéressant, notamment par rapport à des jeunes ménages qui n'ont pas d'apport, constituer un petit apport personnel pendant cette phase locative. Puis et de sortir cet argent-là tous les mois. En général, au bout de 2 ou même avant. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. Mais il y a des prorogations, mais jusqu'à 5 ans, c'est ça. Du coup, ils ont pu vérifier
de côté pendant le montant de l'accession va être à peu près calibré sur le même montant. Donc voilà. Voilà. Si la personne, bien sûr, décide de ne pas lever l'option, elle ne va pas pouvoir rester dans le logement. Le bailleur est tenu à la reloger et par contre, elle va récupérer cette part un petit peu acquisitive là, qu'elle avait mis chaque mois. Il n'y a pas de raison que ça reste auprès de lui rendu. Donc le plafond de loyer, alors j'aurais dû mettre redevance, autant pour moi, c'est 8,32 euros à peu près hein, pour calibrer. Donc c'est un petit peu plus cher, mais on voit bien que c'est pour pouvoir se... Et puis surtout de voir si après, comme l'a dit Marie-Christine, ça tient le coup de compter 15 ans, 20 ans, voire plus. Ils sont de 2384 euros. Donc ça, c'est le même prix que pour l'accession sociale. La diapositive. Oh, pardon. C'est le taux de TVA. Le taux de TVA pour cette accession-là, elle est 5, alors que sur l'autre, elle est classique, quoi. Donc c'est ça la différence. C'est vrai que sur notre territoire du PLH, hein, partie du PSLA, du mètre carré, hein, ce qui peut correspondre à un budget de jeunes ménages. C'est sûr que quand plus on va jeunes ménages qui vont plus trouver ou aller acheter un terrain et faire construire. Donc, mais on voit que c'est quand même un produit intéressant hein, et nous qui côtoyons pas mal de jeunes qui tous, voilà, après ça dépend du produit. C'est vrai que c'est assez intéressant pour commencer. Mais comme vous l'avez demandé dans les nouvelles en mars prochain pour expliquer un petit peu ce produit encore connu. Hein. Les bailleurs sociaux, bien sûr, en font la promotion, mais il faut que ça puisse en parler autour de soi. Bon, ils vont bien voir sur l'affiche PSLA. Ce prix-là, c'est pour voilà. Du neuf en collectif. Oui. Hein, parce qu'autrement, maison individuelle, sachant que en privé. C'est le prix fixé par l'État, hein, les 2384 oui, euros. Je parlais, nous, des 2000. Oui, le prix du marché, il était monté 1500 euros du mètre carré en neuf, hein, collectif, cette année. Et l'année dernière ou cette année, il était 2700, 2300, c'est déjà bien en dessous. Et alors nous, on met la barre très bas quand dans pour les opérations de plus de 30 logements, il y a obligation d'avoir un pourcentage d'accession sociale. C'est-à-dire si vous faites 1% de logement social à faire, vous avez de locatif, vous avez 20% d'accession, vous avez 20% de logements locatifs, c'est selon les communes, hein, selon ce qu'elles ont déjà comme proportion de logements sociaux. 20% de logements locatifs, il y a accession sociale. Voilà un peu actuellement sur notre territoire pour les opérations de plus de 30 logements, l'obligation qui est faite aux promoteurs. Et les produits de sécurisation, alors on en a parlé, hein, les garanties de rachat et tout, c'est vrai que la personne ait levé cette option. C'est pour ça qu'on la vie, c'est vrai que ça peut sécuriser, s'engager plus facilement sur l'accès. Invoquer tout, mais bon, la maladie, le divorce, le chômage, extrêmement précis. Précis. Alors sur vrai,
Sur la Bretagne, c'est pas partout, c'est pas vrai partout en France. Le PSLA n'est fait que par les bailleurs sociaux. Territoire, le PSLA est aussi ouvert à la promotion privée. La difficulté pour la promotion privée, ben, c'est tout justement toute cette phase de sécurisation par derrière. Et comment elle reloge une personne si elles n'ont pas de logement. Elle rachète le logement social, s'il rachète le logement, on peut toujours le mettre en locatif après. Donc, une décision qui a été prise pour faire des mariages, on va dire, entre bailleurs sociaux et promoteurs pour gérer ça. Après, ça sera ce qu'on peut faire. Alors, au niveau de la Bretagne, mais voilà, en 30 secondes, hein, c'est vrai que les bailleurs sociaux se sont engagés dans des engagements de cession à la propriété, bah justement là, vraiment pour accompagner les personnes qui accèdent auprès de bailleurs sociaux pour avoir au niveau de l'information, du conseil, de la sécurité, de la ponctualité. Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu long d'attendre son logement. Donc il y a des engagements qui ont été pris par les bailleurs. Ah, ça on avait remis, mais voilà. On a fini la présentation en essayant d'être le plus exhaustif, mais il y a peut-être des volets qu'on a oubliés, mais bon, on a essayé de balayer un petit peu tous les champs. On vous a assommé, hein. Oui. Donc une réflexion. Aujourd'hui, donc 3400 habitants, pas concernés par... Voilà. Mais dans le cadre du PLU, on va passer une commune avec 80 villages sociaux. Donc là, j'ai l'impression qu'on me demande d'atteindre Mars. Comment, avec les futures prévisions, atteindre les 20% de logements sociaux habitants? C'est inaccessible, totalement inaccessible. Sauf à exclure les habitations dans les villages. C'est pas autorisé pour l'instant. Non, pour l'instant, mais bon, ouais. Si ça venait, ça nous laisserait une porte de sortie, mais autrement, c'est impossible. Voilà. Donc, ou alors, on bloque et on reste à... Vous êtes à combien aujourd'hui? 3400. 3400. L'objectif dans le cadre du PLU qu'on est en train de refaire, c'est 3800 à 10 ans. Quoi. Donc, ça veut dire que dans 2 ou 3 ans, on passe le cap des 3500. Ou pas. Voilà une problématique. Hein, oui. Ben là, je compatis. Je suppose qu'on n'est pas la seule commune rurale, mais ces 20% pour nous sont totalement inatteignables. Et payer la pénalité, c'est aussi impossible. Avec les restrictions budgétaires qu'on aura. Là, on nous demande d'atteindre Mars. Ah ben, n'aura pas, parce que même aujourd'hui, on a un projet... Les restrictions individuelles ont été faites. Parce qu'il va pas. Donc aujourd'hui, on a un qui n'a pas de demande et qui ne les remplira pas. Sur vos lotissements? Sur le dernier lotissement qu'on a fait, oui. Oui. La partie privée est terminée, mais la partie sociale n'est pas faite. Enfin, n'est pas terminée. Il reste 4 logements à faire et le bailleur social, il me dit, mais attendez, je veux bien les faire, mais qui les remplit? Parce qu'on n'a pas de demande aujourd'hui particulière. Point de tout, voilà quoi. C'est clair. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je sais qu'il n'y a pas la réponse. Hein. C'est pas. Et par rapport au dernier. Loi, à part faire des interventions comme on fait tout, et effectivement, comme dit au début, hein, là, je comprends tout à fait ça. Oui, mais là, c'est pas l'Orient Agglo qui le décide, quoi. Non, on est clair. Donc, par rapport à ça, marge de manœuvre, à part le dire et le voilà, le dire, demander à nos élus nationaux justement d'acter pour que au moins les maisons qui sont dans les villages ne soient pas prises en compte, mais ce qui est juste, j'allais dire, dans les bourgs. Et bon, après, le prêt social, location, accession,
les logements qui sont vendus au bout d'1 an ou 2 ans, je comprends bien, ils restent considérés comme logement social ou pas? Non? Donc aucun intérêt de les vendre? Aucun intérêt de faire ça dans nos communes? Ben, peut-être que non. Après, non. c'est à vous de voir. Non, parce que déjà, bon, on a eu des demandes. Logement social, oui. Donc je ne vais pas en vendre. Ben non, mais... Et ça aussi, c'est un outil qui pourrait être intéressant pour peu qu'on considère qu'au moins pendant la durée du prêt, il reste considéré comme logement social, parce que c'est bien une construction de logement social. D'accéder, on l'enlève du critère des logements sociaux, on n'est pas cohérent, quoi. Là aussi, c'est quelque chose qui pourrait être un outil pour des jeunes couples. Là, et nous, communes, on pourrait le promouvoir, parce que, j'allais dire, chacun y trouverait son compte. Mais dès qu'ils vont signer le bon d'achat, ben, c'est fini, quoi. C'est plus un logement social. Donc on a... Tu peux mettre le micro, s'il te plaît, merci. Les maisons, quand on les vend à 150, 160 000. Dans les petites communes, les gens achètent des terrains à 30, 40 000 euros, ils construisent une maison qui leur revient à 130 000 euros. Donc ils vont pas construire, ils vont pas acheter en PSLA. Et avec beaucoup Ils peuvent acheter en d'autoconstruction, PSLA donc... que dans les villes comme Lorient. C'est vrai que chez nous, en plus, ben, y a beaucoup de maisons, ce que j'appelle en autoconstruction, c'est-à-dire le gros est fait par l'entreprise, mais le couple fait lui-même sa maison après, ce qui revient beaucoup moins cher que les plafonds qu'on a vus là. Il y a Europeanum qui a des maisons à kérostin. L'eau libre, ils en ont vendu une trentaine et ils construisent. Tout à fait, oui, oui. Donc ils sont plus chers que les nôtres, donc ils ne vont pas acheter nos PSLA. Alors bon, tout le monde n'est pas bricoleur de tout, parce que... Tout le monde n'est pas bricoleur, mais tout le monde a des copains bricoleurs. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans nos cités. Les gens font le gros œuvre par entreprise, et après le reste est fait en bricolage. Voilà. C'est clair. Hein. Mais ils ont raison de le faire, parce que plutôt que d'avoir des emprunts qui soient trop lourds sur 20 ans ou 30 ans, bah, au moins il y a une partie qui coûte moins cher, quoi. Voilà. Sinon, les gens n'acceptent pas la propriété. Non, je disais juste que si les gens ils n'accèdent pas à la propriété, et comme ils n'auront pas les garanties face à un établissement bancaire pour ou alors ils vont partir sur 30 ans avec des échéances et du coup des intérêts, enfin ils sont dans une autoconstruction. Et moi qui travaille dans une entreprise lorientaise où on vend spécialiste dans le bois, je peux vous dire que l'autoconstruction, ça se développe énormément pour rejoindre les propos qui viennent d'être tenus. Donc voilà. Et forcément, ça se fait le samedi, le dimanche, et ça se fait parallèle, pour pas le dire. Mais voilà, j'ai beaucoup de travers. Voilà. Et que faire? Ah, que faire? Voilà, c'est la question. Non, mais c'est ça qu'il faut essayer. Ce que vient de dire monsieur, un bien du parc à un couple qui accède à la propriété dans le... C'est un non-sens à mes yeux, enfin à nos yeux, puisque ce sont les critères. Et une fois qu'il est acquis, il sort du cadre social. Ce sont des choses comme ça. C'est suffisamment de terrain. En fait, j'allais dire, dans le logement social, pendant la durée de remboursement d'emprunt. Bon, mais au moins pendant cette durée-là, c'est-à-dire aujourd'hui il va emprunter pour 25 ans pour le financer, bah, c'est quand même à la base un logement social. Il faudrait qu'il garde cette étiquette-là pendant la durée de remboursement. Ils ont dû, quand ils ont refusé ça, ils ont dû... Le locataire est un logement qui est en mouvement, c'est-à-dire qui permet régulièrement à des gens de rentrer, ce qui n'est pas le cas de l'accession. Je pense que c'est ce critère-là qui a dû être choisi. J'essaye de trouver des explications. Je pense que c'est ça, c'est de dire quand il y a tant de pourcents de logements sociaux, locatifs, sociaux sur un territoire, on est assuré qu'il y a ce mouvement qui permet à des gens, mais de permettre à d'autres de venir et tout, ce qu'une accession ne peut pas faire parce qu'elle fige les choses. Voilà, moi j'avais
Ça fait des gens qui sont propriétaires sur une commune, mais qui du coup, ne permet pas à d'autres locatifs, quoi. Pour connaître certains quartiers de Vannes, les mêmes habitants sont dans les mêmes sociaux depuis plus de 20 ans. Oui, oui, oui. Cette idée est sans doute généreuse de dire ça va bouger, au bout d'un temps ils vont devenir propriétaires. Non, non. C'est de la population qui reste en logement social. Voilà. Par choix, pas nécessairement, non. On a c'est 40 des mutations. À l'intérieur du parc sont Je disais que sur Kervenelec, rue Eudes, oui. on a construit 21 appartements en accession et les 3 quarts des locataires les gens qui ont acheté sont des locataires HLM. Mais c'est normal puisque non, c'est plus compliqué. c'est d'abord auprès d'eux que vous faites la pub, Claude. Qui achètent du fait que mais c'est vrai qu'on a 3 logements PS. 6 mois, il y a 0 demande. Mais en même temps, les bailleurs sociaux ne savent pas commercer. Je le pense. Parce que ça fait quand même des produits à combien 140. Oui, on est trop cher. Oui, mais c'est 160 000. Les gens, ils construisent à Riantec, on a vu avec Europeanum, ils sont tous à 130 là. Oui. Terrain compris. Et ils font une partie des travaux eux-mêmes, comme vous disiez. Donc ils vont pas acheter un de nos. Je pense qu'il y a tous les créneaux. Il y a le créneau à 130 000 et je pense que le créneau à 160 000, qui est quand même beaucoup, beaucoup moins cher que le marché, c'est quand même un produit qui devrait trouver. Vous mettez pas un clou. Oui, mais que le clou est le couvert et puis finissent tout eux-mêmes après, c'est pour ça. Mais et tout le monde peut. Sur plusieurs années. Il y a trois, mais il y a un créneau quand même, 160 000 affaires qui est ici. C'est planté, les matériaux sont de très grande qualité. On peut faire le compte au bout d'un certain temps aussi. Donc, mais c'est vrai, mais nos maisons à Riantec, par exemple, sont à 20 mètres du coup des bâtiments collectifs, on a 45 logements. Donc du coup, c'est pas attirant pour les gens. Ah ben, c'est peut-être ça. Riantec, maintenant, vous êtes à quoi? À combien de minutes? 7 minutes? Tout près, avec le bateau. En voiture, il faut quoi, 20 minutes quand même, non? Comment? En voiture, il faut 20 minutes pour la Riantec. Mais il n'y a plus aucun intérêt de prendre la voiture quand tu es à Riantec. Je ne sais pas si tu l'as fait en bateau. Moi, les gens que je connais de Riantec, ils font en bateau. Il y a le bateau, vous avez le bus, c'est moins le quart, je crois. C'est vraiment, vous êtes à côté de Riantec, même au centre-bourg, que d'aller au bout de Pleu. Rien. C'est clair. Donc, voilà. Mais je il y a plein de gens à qui j'en parle et qui tombent de ce prix-là et de cette qualité-là. Donc après, enfin, on pourrait discuter longtemps. Hein. On arrête là ou je vous voyais en train de ranger vos affaires? Vous avez encore d'autres questions? Non? Bon. La prochaine fois, c'est quand? Voilà, la prochaine réunion, mais on va bientôt, enfin, on va vous envoyer l'invitation. Alors, il y a deux temps. Mais ça, c'est avec. Il ne faut pas le dire à tout le monde. Il y a des maires. Oui, d'accord, mais il y a des endroits où c'est pas les maires. Les représentants, chaque commune peut venir à 2 le 12, et là, on rentre dans
dans le PLH lui-même. Mais il y a encore Voilà. d'autres réunions comme celle-ci. Donc le 28 janvier, ce que vous aviez demandé la dernière fois, c'était les liens entre le PLH et les PLU. Avec le PLU, voilà. Donc c'est sur ce thème-là. Après, on a tout ce qui est un peu plus accompagnement social lié au logement et notamment tous les financements qui sont alloués par l'Orient Agglomération pour que vous sachiez et quelque chose aussi de très important le 18 mars, c'est les outils de la promotion privée, comment se font les équilibres d'opération. Là, on les a vus avec les bailleurs sociaux. Voilà. Et puis après, à côté, on mettra en parallèle ce que feront les promoteurs privés. Voilà. Eh bien, bon.